Kimi Antonelli qui gagne son premier Grand Prix en Formule 1, Ferrari qui laisse se battre ses pilotes sans aucune consigne et Oscar Piastri qui a autant de tours en Grand Prix cette année que nous tous réunis. Bienvenue dans cet épisode de Parlons peu, parlons F1, votre podcast F1 qui reviendra aujourd'hui sur ce week-end de Grand Prix en Chine, deuxième manche du coup de ce championnat du monde de Formule 1 2026, première manche de sprint, parce que effectivement c'était un week-end sprint ce week-end, une chose qui était assez surprenante, je trouvais, d'en avoir un aussitôt avec ces nouvelles réglementations. On en parlera de toute façon de cette sprint qui était finalement qu'un reflet de ce qu'on allait avoir en course le lendemain. Voilà, je suis Célestin, je suis accompagné de Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour, écoute, bon voilà, je suis quand même à un point où j'ai plus vu la safety car rouler en Grand Prix que mon pilote préféré. Je me demande si un jour je vais pouvoir voir Oscar Piastri en Grand Prix cette saison. Ce serait bien, peut-être un jour. Voilà, en tout cas, je vois bien toutes les vannes qui sont faites dessus. Arrêtez, c'est bon, j'en ai vu assez. Maintenant, à chaque fois que j'en vois, ça me fait mal au cœur. Donc s'il vous plaît, on a compris. Bref, voilà, fuck McLaren encore une fois. Si tu veux une petite anecdote, Hugo, sache que du coup, cette saison, Aston Martin a plus de tours en Grand Prix que McLaren. Si, ouais, et carrément, il y a Cadillac qui a réussi avant McLaren et Red Bull à faire en sorte que deux voitures terminent un Grand Prix. What Voilà. the fuck is a kilometer? Non, c'est vrai que un lever, disons que voilà, dans tous les cas, bon, j'avais des choses de prévues dans la journée et tout, je me suis pas levé à 8 heures sans raison, mais j'aurais quand même pu faire le choix de dormir une heure de plus, et j'avoue que le lever 8 heures pour globalement, voilà, être très content en voyant le générique de la F1, et puis après, première image, McLaren en train d'évacuer la voiture d'Oscar de la Grille, j'étais vraiment en mode putain, allez, on va se recoucher. J'ai pas été me recoucher, mais bref, c'était assez douloureux à regarder. Moi, la seule fois où j'ai eu ça, genre, moi c'était un peu différent, c'était le Grand Prix, je crois, d'Australie 2024, si je me trompe pas. Je me réveille, j'ai pas voulu regarder le Grand Prix parce qu'il était à 5h du matin. Je me réveille, je crois vers 9h. Je me dis, bon, est-ce que je me lève pour regarder le replay maintenant ou est-ce que je me couche? Je vois que j'ai une notif d'un message Insta. Je réponds, par réflexe, je vais sur l'accueil Insta, je vois Mercedes, Lewis, DNF, Georges DNF. Je fais, bon, on va dormir. Mais ouais, du coup, bah, c'est vrai que t'as enchaîné deux Grands Prix où, genre, Australie, ton pilote préféré, se crache en tour de formation. En tour de formation, en tour de mise en grille, pardon. Chine, il fait quand même la sprint, donc bon, t'as quand même pu le voir un peu se battre, même si... Non, t'as pas vu la sprint, je sais plus. Je l'ai vu en replay. Ah si, ok, j'ai un doute. Mais du coup, tu l'as quand même vu en sprint, et c'est vrai qu'en Grand Prix, du coup, pareil en Chine, genre, le fait que les deux McLaren fassent passer la course, enfin, bazar monstre, mais on en reparlera après. Juste, avant de parler du week-end de Grand Prix, il y a une news qui est tombée durant le week-end qui est quand même pardon, assez importante, c'est que en vue de la situation pardon, géopolitique actuellement au Moyen-Orient, il n'y aura pas de Grand Prix de Bahreïn ni de Grand Prix d'Arabie Saoudite au mois d'avril. Ils ont été, pour reprendre les mots de la Formule 1, ils ne sont pas annulés, ils n'auront pas lieu en avril. C'est quand même très drôle parce que quand on voit la tête du calendrier, il n'y a aucun monde où ils sont replacés. Mais la F1 dit ils ne seront pas faits en avril, donc bon, qu'est-ce que la FIA a dans son chapeau? Bonne question. Mais ouais, du coup, bah, entre le prochain Grand Prix qui sera le Japon le 29 mars et le Grand Prix de Miami le 3 mai, on aura du coup un trou de 4 à 5 semaines sans Formule 1. Bah écoute, c'est vrai que dans tous les cas, on s'en doutait un petit peu. Moi, j'avoue que c'est comme j'avais dit, je crois que j'avais déjà dit dans un des premiers épisodes qu'on avait fait. Ça me touche pas particulièrement, très honnêtement. Enfin, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus important qui se passe actuellement dans cette région. Et voilà quoi. Enfin, je veux dire, c'est dommage, mais ça ira pas au-delà quoi. Je veux dire, c'est un peu lunaire. Les gens qui se préoccupaient vraiment, je trouve, de l'annulation de ça. Enfin, encore une fois, il y a 24 courses au calendrier. S'il y en a plus que 22, c'est vraiment pas un scandale et il y a des choses beaucoup plus graves qui se passent et je sais pas, je trouve que même la F1 devrait utiliser son exposition pour je sais pas, enfin bref, communiquer là-dessus et tout, au lieu de juste dire bon bah il y a la guerre, on fait pas la course.
Mais bon, ça c'est un autre débat. Après, demander à la F1 d'avoir des takes politiques, je pense que c'est un peu Bon, beaucoup. t'inquiète, en endurance, le conflit a commencé et je crois une semaine après, ils ont annoncé que du coup, la manche d'ouverture du WEC qui devait se dérouler au Qatar pour les 1812 km du Qatar, ils ont été repoussés, je crois, en octobre ou en novembre. Ça, ils ont annoncé ce week-end. Donc bon, c'est après, comme on en a déjà parlé, il y a tout cet aspect financier où je pense pas qu'ils peuvent forcément, comment dire, de un annuler des courses comme ça et de 2 dans les pays du Moyen-Orient qui leur apportent énormément d'argent. Mais ouais, comme tu as dit, la course c'est bien, mais au vu de la situation actuelle, je pense qu'il y a d'autres choses dont il faut se préoccuper, que vraiment la Formule 1 actuellement dans cet endroit-là du monde, c'est vraiment pas le plus important. Mais du coup, par rapport à ça, on fait l'annonce en même temps, c'est que bah, soyez pas surpris du coup qu'en avril, il n'y a pas de débrief de Grand Prix parce que bah, du coup, il n'y aura pas de Grand Prix. Moi, je vous avoue, de mon côté, je ferai sûrement des vidéos par rapport au WEC parce qu'à ce moment-là, la saison a commencé. La saison commence à Imola, je crois, le 19 avril. Donc sur les réseaux, je pense que je ferai quelques réels, edits pour TikTok, etc. pour en parler. Peut-être un podcast pour parler des 6 heures d'Imola. Il y aura sûrement aussi des lives. Il y en aura peut-être un cette semaine ou prochainement parce que j'ai une Red Bull en Lego à construire. Donc je me dis en live, ça peut être sympa. Mais du coup, voilà. Soyez pas surpris qu'il n'y a pas de contenu à ce moment-là parce qu'il n'y aura pas de Grand Prix. On parlera d'autres choses. Vous inquiétez pas. Mais du coup, après cette petite interlude sur l'actualité, bah parlons de ce week-end de Grand Prix. Du coup, comme je l'ai dit, week-end sprint, ce qui fait que ce vendredi, nous avions une séance d'essai libre suivie d'une séance de qualification sprint. Le samedi, une sprint et une séance de qualif, puis le dimanche, la course. Au vu de nos pronos qu'on avait fait dans le dernier épisode, du coup, il y a un truc dont on avait parlé, surtout toi, et comment dire, et quand j'ai vu le résultat de la sprint, je fais putain, il avait raison. C'est t'avais dit, ouais, durant le week-end, il y aura une des deux courses où Kimi Antonelli ne sera pas sur le podium et on aura George suivi des deux Ferrari. Et bah bingo, quel est le résultat de la sprint? George, Charles, Lewis. Après, de mémoire, j'avais aussi dit que Ferrari en gagnerait une. Oui, je crois que t'avais dit ça. Bah, en vrai, Ouais, où je me suis quand même bien planté. la sprint, Charles finit genre à 6 dixièmes de George, hein. Ouais, mais il y a safety car. Sinon, bon, je pense que de manière générale, enfin, on s'est un peu, moi le premier, hein, on s'est un peu planté sur ce qu'on a dit la semaine dernière, dans le sens où, et là pour le coup je parle vraiment de moi, c'est vrai que dans ma tête il y a une hiérarchie qui s'est établie et voilà quoi. Je vous avais dit ouais, on a un peu vu qui jouerait la Q3, je vous avais dit que voilà, c'était les top teams Racing Bulls. Au final on a vu que c'était beaucoup plus compliqué que ça, pardon. On a vu des équipes qui étaient très bien à Melbourne, notamment Red Bull qui était enfin très bien, qui était franchement pas mal, être très en difficulté. Audi aussi. Audi, ouais, et on a vu des équipes à l'inverse qui étaient très en difficulté à Melbourne, comme Alpine, un petit peu As. Bon, ils n'étaient pas très en difficulté à Melbourne, mais quand même, je trouve que ce week-end-là, ils ont été voilà, plutôt bons, surtout Lieberman. Mais ouais, bon, on parlera d'Alpine, je pense que c'est la bonne surprise de ce week-end-là. Mais dans les trucs qu'on avait dit aussi, c'est que si Ferrari avait mieux géré sa stratégie, la victoire se serait jouée entre Mercedes et Ferrari. Je pense après ce week-end que c'est faux. Oui. Très clairement, on a bien vu que même sur des stratégies qui se tiennent et qui vont bien, enfin, même si bon, pour moi encore Ferrari foire sa stratégie, pas tellement en termes d'arrêt au stand ou quoi, mais en termes de gestion de pilote, et bref, les deux pilotes en piste aussi, pour moi, il y a eu des choses qui n'allaient pas forcément dans le comportement. Mais dans tous les cas, je pense que ça n'a pas du tout joué sur le fait que les Mercedes sont clairement au-dessus et que à l'heure actuelle, sauf si on a un Barcelone 2016 et que Georges et Kimi se sortent au premier tour, on aura forcément, en tout cas pour le début de saison et jusqu'à ce qu'il y ait des upgrades assez intéressantes, notamment sur le moteur Ferrari, je pense, parce que c'est là où il en manque. Tant qu'il n'y aura pas ces upgrades sur le moteur Ferrari, je pense que seul Mercedes pourra jouer les victoires. Ce qui fait que on s'emmerde un peu. Je vais pas mentir. Moi, j'essaie d'être très optimiste encore une fois quant à cette nouvelle réglementation, en disant bon, on n'a pas vu, on verra. Voilà quoi. On attend d'avoir les voitures sur la piste et on verra ce qu'il en est réellement quoi.
Euh, J'avoue que maintenant qu'on voit ce qu'il en est, personnellement, je suis vraiment pas fan. Je sais que tu as un avis différent, mais du coup, je vais commencer là-dessus, étant donné qu'on est sur Mercedes et. Moi, c'est vraiment Enfin, étant donné l'inverse. qu'on est sur Mercedes et Ferrari, je sais qu'on va enfin, enfin, t'as un avis différent, mais bref, je me lance là-dessus. Euh, Quand il y a la bataille Charles et Lewis. euh, j'ai été, je sais pas, moi à ce moment-là, devant mon écran, j'ai été assez étonné d'entendre Julien Febvre s'extasier en disant mais c'est superbe, c'est super, alors que pour moi, c'était une bataille qui était totalement artificielle, qui ne servait à rien concrètement dans le truc, parce que bah encore une fois, c'était juste un échange de position. Et je sais plus qui disait ça. Euh, je crois que c'était Oscar qui disait ça en plus avant la saison, que en gros oui, bah, il va y avoir des choses surprenantes, on va avoir des dépassements là où on n'a pas l'habitude d'en voir. Alors c'est vrai, c'est super, hein, mais j'ai beaucoup ressenti ce week-end l'effet dont Bortoletto parlait la semaine dernière, quand il disait bah moi des fois j'ai dépassé sans même le faire exprès. J'ai beaucoup ressenti cet effet-là ce week-end. Et ce qui fait qu'il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de logique dans ces dépassements, dans ces batailles, d'autant plus que là pour moi Ferrari fait une grosse erreur parce que déjà que Mercedes est plus rapide, ils se font la bataille, ils se font la guéguerre à savoir de qui va passer P3, qui va passer P4, alors que tu as les deux Mercedes qui sont littéralement, même pas, non je dis de la merde, à ce moment-là ils sont encore P2, P3, et à ce moment-là ils sont encore P2, P3 et tu as Russell qui est derrière, et du coup ils sont en train de se faire la guéguerre pendant qu'Antonelli s'envole, et au final leur bataille a juste permis à George Russell de passer et d'aller faire sa P2 et de, voilà quoi, de mettre deux Mercedes sur le podium. Donc j'ai trouvé cette bataille très indispensable, très inutile. Je ne dis pas que c'était pas du beau pilotage, hein, pour le coup, voilà, on peut pas reprocher à Charles Leclerc et à Lewis Hamilton d'avoir fait du mauvais pilotage là-dessus, hein. Clairement, c'était des belles batailles, mais juste pour moi qui étaient absolument dénuées de sens et qui sont à l'image de cette réglementation, où certes on a beaucoup plus de batailles, où certes ça se bat plus en piste, mais c'est totalement artificiel et ça ne sert à rien. Voilà, personnellement, j'ai pas du tout compris la hype autour de ça, même si dans l'absolu, je suis d'accord. Euh, oui, c'était joli à regarder, mais voilà, c'est pas, ça n'a pas, enfin, comment dire, spectaculaire ne veut pas dire intéressant. Et personnellement, j'ai pas trouvé que c'était intéressant. Et c'est dommage parce que pour le coup, pour autant, bon, les réglementations moteurs sont catastrophiques. Par contre, aéro, j'aime bien, pour de vrai, l'aéro active et tout. Enfin, c'est quelque chose qui me plaît bien. Mais voilà, je sais pas, pourquoi faire quoi. Bah, moi, pour le coup, tu vois, avant la saison, c'est vrai qu'on a des avis très différents. C'est que moi, je reste très sceptique. L'aéro active, j'étais un peu en mode, ouais, enfin, ça fait vraiment fonctionnalité un peu gadget que t'as impressionné genre au début et en fait au bout de deux grands prix tu te dis mais c'est quoi cette merde, et la partie électrique me faisait peur, que toi t'étais beaucoup plus positif par rapport à ça. J'attendais de voir ce week-end parce que c'est vrai que l'Australie, bah, circuit urbain, c'est un circuit un peu particulier, donc forcément t'as des choses qui différencient par rapport à ça. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de me dire, ok, comment ça va se passer? Parce que la Chine, t'as comme secteur 1 et 2 qui demandent moins d'énergie. Bon, le 1 km 2 du secteur 3 font que forcément tu puisses dans la batterie. Mais j'étais quand même intrigué par tout ça. Et la bataille entre les Ferrari, je peux comprendre que t'aies vu ça un peu en mode artificiel et tout. Moi, j'avoue, sur ce week-end, la partie que je trouvais la plus artificielle dans les dépassements, c'était en fait dans le secteur 3, parce que du coup, t'as ce truc overtake qui faisait très DRS, mais je sais pas, en fait, les dépassements au bout de la ligne droite du secteur 3, j'étais un peu en mode, moi, enfin, c'est tellement des trucs, bah, t'as tellement des gros différentiels de vitesse que forcément l'autre y passe. Dans le secteur 1 et 2, quand les deux Ferrari se battaient et tout, enfin, t'as eu un contact entre Lewis et Charles et qu'on voyait les deux se battre. Moi, j'étais en mode, ouais, bah ça, ouais, ça me parle, ça, c'est le genre de pilotage que j'apprécie. Et t'as toujours une partie où tu te dis, oui, c'est artificiel parce que forcément, t'as cette utilisation de la batterie, etc. Mais par exemple, le mode overtake, je vois pas l'intérêt en fait. Genre, il y a ce truc boost qui je trouve peut-être plus intéressant qu'utiliser l'overtake. Puis il y a tellement de gestion de batterie à faire que tu te dis, est-ce que tu as envie de gérer la batterie juste pour utiliser l'overtake et pas juste la gérer pour avoir plus de puissance avec le boost? Je sais pas, on n'a pas encore assez d'éléments pour tout comprendre ça, donc je dis ça, peut-être qu'au final c'est plus intéressant, mais bon. De mon point de vue spectateur, avec les éléments que j'ai aujourd'hui, je me pose la question. Mais moi, j'adore le circuit de Chine parce qu'il y a ce virage en escargot dans le secteur 1, bah, du coup, qui est le T1. Et les dépassements de ce côté-là, quand tu vois les différentes lignes qu'ils prennent, notamment en sprint, les batailles qu'il y avait là, moi, ça me parlait beaucoup. Et ouais, enfin, moi, la bataille entre Lewis et Charles, j'étais content. Puis, ce qui me plaisait, et ce que disait, je crois, Julien, et ce que tout le monde a dit, c'est que
merci Ferrari de pas nous mettre des consignes d'équipe parce que je pense aussi à ce truc-là où les gens ont été tellement frustrés l'année dernière avec McLaren quand t'avais une écurie compétitive qui avait ses deux pilotes en piste et qui ne voulait pas, sous aucun prétexte, les laisser se battre. Là, t'as Ferrari, t'as une voiture compétitive qui joue les podiums. Tu sais un peu que, bah, même si à un moment c'était P2, P3, tu sais qu'avec les Mercedes, P1, P2, souvent elles vont être prises du coup, et que la P3, bah, sont entre les deux pilotes. Au lieu de dire, bah, Lewis arrête d'attaquer Charles ou Charles arrête d'attaquer Lewis, là c'était vraiment let them race. Et je pense aussi, chez Ferrari, ils ont l'intelligence de se dire on a Lewis Hamilton, l'un des, si ce n'est le plus grand pilote de tous les temps, un mec avec. Il a quoi, Lewis? Je crois 20 ans d'expérience en Formule 1. L'autre côté, t'as Charles, qui a 8 ou 9 saisons de Formule 1, qui est aussi un pilote intelligent, même si, bon, moi je suis pas toujours plus fan de sa façon de se comporter en piste dans des batailles. Mais je pense à ce truc aussi, comme j'ai dit, qu'ils ont le recul de se dire on a deux pilotes compétents, ils se battent pour une place, on les laisse se battre, il n'y a pas de favoritisme, et puis voilà. Et ça a donné des super batailles, et tu vois après la course que t'as un Lewis qui dit c'était l'une des courses les plus fun de ma carrière, que Charles il dit moi j'adorais, dans la voiture c'était super fun à faire et tout, de se battre avec Lewis avec ces voitures-là. Et moi je suis content, et je me dis c'est encore le début, donc je pense qu'il y aura encore des choses à... Comment dire? Il y aura encore des choses à régler par la suite. Et en même temps, je me dis, j'ai un peu peur qu'après on ait trop de changements dans le règlement et de choses qui vont se passer qui vont faire que autant de dépassements, autant de batailles, on les aura plus. Un peu comme ce qu'on a eu au début de la réglementation 2022 où vous prenez Bahreïn et Jeddah, retournez voir ces courses, les batailles entre Charles et Max, waouh, on était tous hype. Tout ça pour qu'au final, bah, on est pratiquement jamais de dépassement. Et les dépassements qu'on avait étaient pas forcément intéressants à regarder. Mais ouais, moi, au global, je suis plus positif que toi. Je me dis, ouais, il y a ce côté artificiel, mais je le trouve tellement moins présent que ce que je m'attendais qu'au final, bah, j'apprécie. Mais honnêtement, j'aurais été d'accord avec ce que tu dis si t'es pas dans une situation, encore une fois, où t'as Russell derrière en P4 qui n'attend que ça pour passer avec un Kimi qui, du coup, s'envole de plusieurs secondes, surtout que bah, il avait un très très bon rythme et la meilleure voiture du plateau. Mais enfin, le fait voilà, pour moi, cette bataille-là, si jamais elle avait été, et encore, hein, parce que bon, à 20 tours de l'arrivée, je sais pas si j'aurais trouvé ça. Enfin, que ça avait du sens. Mais si elle avait été dans un contexte où tu as déjà les deux Mercedes qui se sont envolés, pourquoi pas? Mais là, à ce moment-là de la course, pour moi, elle n'a pas de sens. Et c'est pour ça. C'est pour ça que voilà, et que personnellement, j'ai pas aimé ça. Je suis d'accord avec toi. C'est beaucoup, enfin, c'est toujours intéressant de laisser les pilotes se battre. Et voilà, même quand ils sont de la même équipe. Personnellement, supporter d'Oscar Piastri qui déteste McLaren, donc forcément, je vais pas te contredire sur ça, sur la saison dernière. Très clairement, voilà, il y avait les Papaya Rules, bref, voilà, on va pas revenir dessus, mais globalement, vous doutez du fond de ma pensée là-dessus. Mais c'est juste que pour moi, à ce moment-là, ça n'avait absolument pas de sens. Et je pense que pour moi, Ferrari, à ce moment-là, même si tu te dis, bon, Mercedes, dans tous les cas, est plus rapide, Ferrari a encore la chance d'un double podium. Et pour moi, en faisant ça, ils se sont clairement niqués. Là où ils auraient pu s'échanger les positions intelligemment, essayer de contenir Russell, ce qui aurait peut-être été inutile, mais ils auraient toujours pu se battre entre eux après. Mais au moins, ils auraient pu l'essayer. Et ça n'a pas été fait. Et du coup, c'est au moment d'une de leurs batailles où vraiment Russell a dit bah vas-y, je passe et je double les deux. Voilà. Donc pour le coup, j'aime bien l'aspect, si on parle de réglementation, hein, j'aime bien l'aspect, comme je dis, l'aspect aéro, où bah, en fait tu peux suivre une voiture qui est devant toi et tu peux globalement voilà, quoi, t'en approcher et tenter des dépassements et voilà, faire le plein scie tel Brad Pitt dans F1. Voilà, les voitures sont designées pour le combat, pour suivre cette. Attends, je précise, tu parles du film F1, faut quand même dire, on parle d'un film qui a été oscarisé, voilà.
Mais c'est de la gestion et la Formule 1 a toujours eu de la gestion. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est un peu plus in your face que forcément on le remarque un peu plus. Mais dire, ouais, enfin, déjà, moi, le truc que j'ai toujours du mal, c'est quand on dit, ouais, tel pilote, il gagne juste parce qu'il a une bonne voiture ou quoi. Les gars, déjà, juste comme ça, un pilote, enfin, avoir du succès en sport auto, c'est pas juste le pilote ou juste la voiture, c'est les deux. C'est le pilote est tributaire du matériel qu'on a et la voiture est tributaire de ce que le pilote va en faire. C'est logique. Et la gestion a toujours été là, ça fait des années que c'est comme ça. Demandez à Monsieur Prost, Monsieur Alain Prost, ce qu'il faisait en qualif pour entrer en course, il gérait ses qualifs pour être tranquille pour la course, avoir des bons réglages, et comme ça en course, il mettait une pilule à tout le monde parce que sa voiture elle était parfaite. C'était de la gestion, et c'est comme ça depuis des années, et ça le sera toujours. Pareil, se reposer sur trop d'électronique, j'en vois plein sur les réseaux en mode oui, vous savez, dans les années 2000 c'était 10 fois mieux, etc. Dans les années 90, à l'époque de Prost et tout, euh, Prost 93, il gagne son titre avec Williams, il y a du traction control, etc. Hein. C'est électronique. Bah, du coup, c'est un truc en plus qui l'aide pour son pilotage. Du coup, c'est quoi? Ça dénature le pilotage ou pas? C'est le truc de gestion dont tu parles d'énergie, je peux comprendre. Mais, Mais mais t'as quand même un truc où là, ils ne peuvent pas attaquer à 100% sur leur tour de qualif. Enfin, juste ça, oui, déjà, c'est. la qualif, oui, c'est un gros bazar et c'est au centre des discussions parce que ça avait été dit que après la Chine, ils prendraient des décisions. Au final, c'est repoussé après Miami de peut-être du coup réduire la partie électrique. Mais le problème, c'est que Loïc Duval en parlait chez Canal, c'est que réduire la partie électrique, c'est bien, mais ta partie thermique serait toujours la même. Donc ça veut dire que au lieu d'avoir des voitures qui peuvent taper du 300 et quelques avec la partie électrique, si tu réduis cette partie pour du coup plus attaquer en qualif, on va avoir des tours de qualif où les voitures vont taper du 240 max. 240 max, ma Peugeot 508, elle peut le faire aussi. Hein. Du coup, ça reste de la Formule 1. Est-ce qu'on a envie que les Formule 1 aillent moins vite? Je sais pas. Je pense que le règlement a été pensé comme ça et que malheureusement, pour l'instant, on peut rien y faire. L'idée, je trouve, ça serait peut-être plus de pouvoir permettre d'allouer plus de batteries par tour, ce qui serait peut-être un peu mieux, et d'avoir un peu comme ce qu'ils avaient à l'époque avec le KERS, enfin un peu un push-to-pass où tu as une quantité par tour que tu peux utiliser et en gros, tu appuies sur le bouton et tu gères tour par tour comme ça, ou c'est pas là j'ai utilisé pendant ce tour là, donc le prochain tour faudra que j'utilise comme ça. Non, si t'as une quantité par tour, elle est comme ça, quand tu finis ton tour, ça se réinitialise. Je trouverais ça bien plus logique que ce qu'il y en est aujourd'hui. Mais tu peux pas la réduire, je trouve, pour l'instant, parce que enfin, on va se retrouver avec des voitures qui vont taper du 240, des Formule 1 qui vont à 240 km/h max. Moi, ça me fait peur. Hein. Enfin, comment dire? Tu parles de la partie électrique. Oui, c'est un problème pour les qualifs. Malheureusement, en course, comment dire, ça se cache un petit peu. Mais ça pour d'autres problèmes, c'est que du coup, quand tu utilises cette énergie, bah tu bouffes des pneus en plus. Parce que bah, du coup, tu as un boost de puissance que ta voiture n'a pas tout le temps. Donc, ça fait plus de vitesse, donc plus d'énergie à transmettre aux pneus. Et les pneus, du coup, s'usent plus vite. Et bah, on a vu du graining, par exemple, en sprint, où tu vois les pneus d'Hamilton qui étaient détruits. Je pense que tu as plus un truc à travailler là-dessus, de savoir à quel point tu utilises de la batterie pour pas trop baisser les pneus. Et tu parlais de gestion au Grand Prix, je pense que c'est plus de ce côté-là. Mais oui, le truc de qualif, Charles en parlait après la course. Il dit ouais, la batterie en vrai en Grand Prix ça va, c'est plus en qualif où bah du coup c'est plus compliqué. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime avec les qualifs Formule 1, c'est juste voir des mecs se dire bon, j'ai un tour, je donne toute ma vie, je vais à la limite. Et par exemple, les tours à Monaco, c'est un truc qui est toujours impressionnant, des trucs comme ça. Je regarde encore des séances de qualification de 2020. Les qualifications Mugello avec la W11 de Lewis, les tours sont phénoménaux. Mais c'est vrai que là, je me dis même Monaco. En vrai, Monaco, je pense que la qualif ça ira parce que vu que c'est un circuit très lent, bah en fait, ils vont tellement régénérer que Mais Monaco, ça va le faire, je pense. Monaco, c'est peut-être un des seuls Grands Prix de la saison qui va être plus intéressant avec ces voitures-là qu'avec les voitures de la saison dernière. Bah, ça sera intéressant, je pense, Sur oui. le papier, je veux dire. Mais le problème, c'est toujours les dimensions. Ouais, mais elles sont quand même. Elles sont légèrement moins grandes que les voitures de la saison dernière. Alors après, est-ce que ça va encourager, je sais pas, certains pilotes à tenter des dépassements? On verra bien. Mais je pense que Monaco, ça peut être vraiment le seul Grand Prix où pour moi, tu as un vrai potentiel déjà sur le papier, quoi. Singapour, je pense aussi. Singapour, c'est un circuit en ville appelant. Singapour, ouais, ouais. T'as quand même des lignes droites, je pense au secteur 1, 2 et la fin du secteur 3 aussi. Mais ouais, je pense que les circuits vraiment lents, bah c'est là où de toute façon Ferrari a un avantage, c'est que Mercedes, tu le voyais dans le week-end, là où ils étaient le plus fort, c'était sur la longue ligne droite du troisième secteur, là où Ferrari était beaucoup plus fort dans les virages lents. On parlait du coup
de Mercedes qui gagne tout le temps. Les circuits lents, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. De voir comment la W17 va se comporter. Parce que, je sais pas, je me dis, le moteur, ce sera pas le truc le plus important sur ces circuits-là. Il sera important, certes. Mais Monaco, tu vois, j'attends fort pour savoir ce que ces réglementations valent sur des circuits comme ça. Et je pense que ça va être super intéressant. Après, le truc aussi là, c'est ce qui est un peu con. Enfin, peut-être le seul point négatif du fait qu'on n'a pas Bahreïn et Jeddah, c'est que du coup, ça fait du temps en moins pour les écuries d'avoir les voitures, aussi pour la FIA de voir comment les voitures se comportent. Donc, de se dire, bah, comment on fait évoluer ces réglementations? Tu auras des changements en cours de saison. Comme je l'ai dit, ça parlait après la Chine, au final, c'est repoussé après le Japon. Enfin, après Miami, pardon. Peut-être qu'après Miami, ça sera encore repoussé, on sait pas. Mais il y aura des décisions qui sont prises par rapport à la partie énergétique. Et enfin, ça rejoint ce que tu disais du coup, Hugo. Mais comme j'ai dit plusieurs fois là, moi, je sais pas si c'est la meilleure chose à Je sais faire. pas, je pense qu'ils sont vraiment mis dans un bourbier, que là, de toute façon, ça va être un casse-tête jusqu'à peut-être aller 2028-2029, et puis après, bref, on sait tous que la réglementation va pas durer, enfin, est pas là pour durer, je pense, au vu de tout ce qui se passe, de toutes les critiques qu'il y a, elle littéralement passe de chasser un des meilleurs pilotes de l'histoire du sport, voilà quoi, bref, on va en reparler du week-end de Max Verstappen, mais bon, voilà, dans tous les cas, je suis un peu sceptique. Bah, tu vois, tu parles de Verstappen en disant ouais, un des meilleurs de l'histoire de ce sport. Moi, le truc où je suis content avec ces voitures, c'est que, punaise, Lewis Hamilton, bah il est pas finito. Alors, je le dis tout de suite, je n'ai jamais pensé que Lewis était finito. Euh, les voitures à effet de sol lui convenaient pas forcément. La saison chez Ferrari était compliquée parce que forcément, après autant d'années chez Mercedes, etc., c'est pas le plus évident de s'adapter à un nouvel environnement. Surtout Ferrari, la SF25 était une mauvaise voiture. Enfin, pas mauvaise pour aller jouer des P19, P20, mais plus c'était pas une voiture qui était agréable et qui était facile à régler pour les pilotes. Mais punaise, le week-end qui nous fait Lewis, c'est aussi autant en perf que dans son comportement en piste, c'est que on en parlait du coup en Australie, d'avoir retrouvé un Lewis combatif. Bah punaise, là ce week-end, il nous a montré que oui, Lewis est toujours aussi combatif et que quand il a une bonne voiture qui lui convient, il n'y a pas grand monde qui le regarde dans les yeux, hein. Il y a presque personne sur la grille qui le regarde dans les yeux. Mais du coup, par rapport je parlais de Lewis, c'est vrai que du coup, la belle photo de ce week-end, c'est le podium. La Mercedes Family. C'est vrai que, bon, en tant que fan de Mercedes, voir Bono sur le podium avec Lewis, dont il a été l'ingénieur pendant des années chez Mercedes, aux côtés de Kimi, dont il est l'ingénieur depuis bah, que Lewis est parti, que Kimi l'a remplacé, et aux côtés de George Russell qui, je le rappelle, a eu Bono en tant qu'ingénieur pour le Grand Prix de Sakir en 2020 quand Lewis avait le Covid, que George était encore chez Williams et que du coup Mercedes avait appelé George pour remplacer Lewis. Ouais, moi ça m'a fait un truc quand même. Surtout bah La petite déclaration de Toto aussi. oh, la déclaration de Toto et Steeler Driver. Oh là là. C'était oh ça faisait quelque chose. Puis le podium genre George qui se décale et qui dit aux trois faites une photo ensemble. C'est vraiment la photo de famille. Enfin même Lewis tu vois qu'il était ému d'être sur le podium avec ces trois là. Même pour Kimi tu vois avoir cette première victoire en Formule 1 et avoir à côté de toi ton coéquipier et le mec que t'as remplacé avec une de tes idoles, avec qui t'as bossé chez Mercedes, quand t'étais du coup encore pilote junior et que lui était pilote titulaire, je pense qu'en termes de symbolisme, il n'y a pas mieux. Et c'est vrai que bah, du coup, le week-end de Kimi en sprint, c'est vrai que c'était pas le plus beau parce que bon, il y a cette pénalité avec Isaac. C'est vrai que le dépassement qui tente, bon, il est pas terrible, mais c'est des moments très F2 où tu vois qu'en fait, Kimi, c'est un talent incroyable, mais il a encore besoin de maturité des fois dans son pilotage. Et la course qu'il fait dimanche, j'avoue, je reste un peu sur ma réserve par rapport à sa victoire, dans le sens où j'aurais peut-être voulu le voir se battre un peu plus avec George. Et c'est un truc qui arrivera sûrement dans la saison, de se battre à deux pour la victoire. Mais il fait une superbe course. Même George fait un très très beau Grand Prix, je trouve. Enfin, un très beau week-end. Paul en qualif sprint, victoire en sprint, en qualif Grand Prix, il a tous ses problèmes de moteur, où il part en Q3, déjà en Q2 il a des problèmes d'aileron, il part en Q3, il s'arrête sur la piste parce que le moteur va pas, il revient au stand littéralement
Ils ont dit chez Mercedes, on leur a posé la question, bah, c'était quoi la solution pour régler les problèmes de Georges? Ils ont dit, le rêve de tout mec qui bosse en informatique, on a débranché, on a rebranché, on a débranché, on a rebranché, ça a refonctionné, il est reparti. C'est vraiment, ils ont débranché la Livebox, ils l'ont rebranché et hop, Internet est revenu. Mais Georges, du coup, on parlait de la bataille entre Lewis et Charles, où il a été un peu pénalisé par rapport à ça, dans le sens où il est resté longtemps bloqué derrière les deux, et après, bah, pour monter sur Kimi, c'était compliqué parce que Georges avait un très très bon rythme, mais Kimi, il a montré un rythme que je pensais pas qu'il avait déjà, c'est d'être au même niveau que Georges. Et ouais, c'est magnifique Grand Prix pour Mercedes. Gagnes toutes les courses, tu fais les pôles dans toutes les séances de qualification. T'as la première victoire de ton pilote le plus jeune des deux. Surtout la radio de Toto après la course. Du coup, la radio qui fait à Kimi, où il dit oui, faut pas mettre Kimi Antonelli, il est trop jeune, il a pas d'expérience, c'est une erreur de mettre dans un paquet de Formule 1. Et au final, voilà qu'il a gagné sa première course en Formule 1. Ouais, tu sentais le côté daron de voir, entre guillemets, son fils, même si c'est pas son fils, mais genre ton petit que t'as élevé et qui réussit. Bref, moi en tant que fan de Mercedes, c'est un week-end important et je pense que ça restera un week-end qui restera dans ma mémoire parce que autant sur le sportif que sur tout ce qu'il y a autour, vraiment ce côté familial de Mercedes que on dit toujours, oui, on est comme une famille. Mercedes, je pense, c'est une des rares écuries où t'as vraiment ce feeling quand tu vois bah, la photo qu'ils ont mis là encore aujourd'hui. On est lundi qu'on enregistre où t'as Bottas qui fait le trajet retour avec du coup Toto, Suzy et Lewis. Ah, vas-y, ça fait plaisir, ça fait Après, plaisir. c'est vrai que j'ai fait les grilles de service jusque-là, mais perso, enfin, je suis très heureux quand même des résultats de ce week-end, purement juste en tant que fan de F1. Bon, voilà, Ouais, on l'a dit, j'ai pas, mon pilote préféré a pas pris de départ, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, c'est vrai que, bon, il y a quand même la première victoire de Kimi en Formule 1 voilà, fait quelque chose et tout. Et en plus, c'est marrant parce que on a un peu reparti sur le schéma de la saison dernière, en tout cas sur les deux premières courses, où c'est vrai que Australie, bon bah voilà, victoire de Norris, c'était un peu l'évidence. Là, pareil, victoire de Russell, un peu évidente. Et puis en Chine, bon bah voilà, pole position. Piastri avait pris la pole, avait gagné. Là, voilà, Kimi prend la pole et gagne. Bon, bref, il y a un petit peu un schéma qui se répète et tout. On verra si c'est le même schéma. Je pense que Georges va quand même avoir l'ascendant sur le reste de la saison, mais voilà. Et ouais, aussi, on l'a pas souligné, et puis moi je m'arrêterai avec ça sur les Ferrari et Mercedes, mais premier podium de Lewis avec Ferrari. Voilà, ouais. après l'année dernière qui était plutôt compliquée, mis à part la victoire bah, en sprint en Chine déjà. Ouais. Déjà là-bas, voilà. Mis à part cette victoire-là en sprint, ouais, c'est très compliqué. On le sentait très très mal et tout. Et c'est vrai que je parle même pas que en tant que sportif, hein, je parle au global, mais on le sent un peu revivre cette saison-là. Et voilà, ça fait du bien. Et puis, bah, trop cool que son premier podium, en vrai, ça arrive avec toute la famille Mercedes, comme tu disais. C'était des belles images. Bah ouais, puis, enfin, Kimi en plus, qui du coup devient le plus jeune poleman de l'histoire, qui prend le record de Vettel. Vettel, du coup, qui a fait la pole avec Toro Rosso en Italie 2008, si je me trompe pas. Italie 2008, du coup, Kimi avait genre 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça. C'est fou. Il y a des les photos qui sont sorties de Kimi qui était sur la grille au moment des hymnes et qui serre la main de Lewis, mais je crois en 2018 à Monza. Donc tu vois un Kimi tout jeune et tu vois du coup la photo des deux qui s'enlacent pour fêter la première victoire de Kimi avec Lewis sur le podium. C'est c'est du beau symbolisme, mais Kimi aussi qui du coup devient le deuxième plus jeune vainqueur en Grand Prix de l'histoire. Du coup, bah, le record de Max ne sera jamais battu parce que Max, sa première victoire, c'est à 16 ans et quelques. Et aujourd'hui, pour avoir ta super licence, il faut que tu aies ton permis de conduire. Et du coup, dans pratiquement tous les pays, c'est 18 ans pour avoir le permis de conduire. Donc, je pense pas que Max, il perdra ce record un jour. Mais c'est vrai que, bah, moi, tu vois, je m'attendais pas à voir Kimi gagner un Grand Prix aussitôt. Enfin, je me doutais qu'il en gagnerait un, mais je voyais peut-être plus ça durant l'été ou plus tard dans la saison encore. Mais c'est vrai que là, qu'il gagne maintenant avec une telle maîtrise de sa voiture et tout, c'est la belle surprise. Puis ouais, comme t'as dit, premier podium de Lewis, qui détient quand même le record du coup du plus grand nombre de Grands Prix chez Ferrari avant d'avoir son premier podium, et qui je crois en plus bat son record en Chine du plus grand nombre de podiums sur circuit. Enfin, Lewis Hamilton, tous les records, il les a, les bons comme les mauvais.
Mais c'est vrai, comme tu as dit, Saint-Lewis, enfin, j'en parlais juste avant, qui est beaucoup plus. Enfin, qui remonte sa combativité, qui est beaucoup plus positif. Et ouais, moi, j'ai hâte de voir la suite de la saison. Et puis, bah, pour continuer un peu, bah, pour ne plus parler des top teams, c'est vrai qu'on parle de beaux résultats. On a une P5 quand même de Birman qui, je redis, il fait P5 en course. Actuellement, au championnat du monde de Formule 1, il est cinquième du classement pilote. Et As est la quatrième écurie avec le plus de points, juste derrière les McLaren qui sont à 18 points alors que As est à 17. Et on a aussi du coup bah, la perf des Alpines avec un Pierre Gasly qui nous fait une P6, Colapinto qui marque ses premiers points en Formule 1 chez Alpine, il en a scoré durant ses quelques grands prix chez Williams. Mais c'est vrai que après l'Australie, comme tu avais dit, on voyait plus peut-être Vicarb et Audi qui seraient les meilleurs du reste. Bah, au final, Alpine et As, on les présentait comme les meilleurs du reste pendant la pré-saison. Bah, pendant ce week-end de Grand Prix, c'est ce qu'on a vu. Ouais, juste, c'est vrai que j'ai tiqué un peu tout à l'heure, j'étais vérifié, mais Verstappen, t'avais dit 16, il avait. Attends, j'avais la stat. 18 ans, 7 mois et 15 jours. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi. Pour moi, ça reste un truc qui sera très compliqué à battre. Verstappen, sa première victoire, sa première pole. Bah, la victoire, c'était. Sa première victoire, il a 16 ans. Ah Hein. bon? Bah là. Attends, je fais la recherche. Bah, my bad. Mais c'est Barcelone 2016, sa première victoire ou j'ai un Bah faux oui, chat là? il avait déjà 18 ans. Ah, ouais, 18. Je t'ai pas choisi qui était plus jeune que ça. Ah ouais? Non, bah, je pense que je confonds du coup. Il fait ses débuts en Formule 1, genre à 15-16 ans. Et du coup, il gagne son premier Grand Prix. Oui, à 16, ouais. Je pense que c'est ça, ouais. J'ai dû me tromper. Premier Grand Prix, ouais, c'est 18 ans, 18 ans, premier chez Red Bull. Ouais, bah du coup, autant pour moi, je me suis trompé. Mais ouais, ok. Et je sais plus ce que je veux dire. Oui, tu parlais des autres écuries, effectivement. Franchement, Birman, on en parlait déjà sur l'épisode de Melbourne, mais énorme surprise. Enfin, surprise, oui et non, hein, parce qu'en soi, c'est un pilote qui a tout le potentiel et tout, et qui ne fait que montrer qu'il a le potentiel. Mais voilà, hein, enfin, Oli Birman, c'est en tout cas, je sais pas si c'est la bonne surprise de ce début de saison, mais c'est ça reste un des pilotes du midfield qui est le plus en vue, qui est le plus à l'aise. As visiblement a une voiture qui peut fonctionner. Je vais pas dire qu'il fonctionne au global parce que Ocon a plus de mal, mais en tout cas Birman montre que cette voiture peut fonctionner. Encore une fois, il ne tarde de voir Oli Birman chez Ferrari, je pense, hein, clairement, quand Lewis va partir, voilà, le chemin est tout tracé pour lui. En tout cas, franchement, voilà, très agréablement surpris, pardon. Il fait un week-end absolument solide. Voilà, tout comme Gasly, mais Gasly, malgré le fait que ce soit plutôt compliqué pour Alpine en Australie, je trouve que ça reste déjà un pilote qui s'est optimisé et qui même quand il a une voiture qui n'est pas exceptionnelle, le plus souvent arrive à en tirer le meilleur, même si parfois le meilleur n'est pas assez. Et voilà, c'est souvent le cas d'ailleurs du fait que le meilleur de ce que Alpine a pu nous proposer ces dernières années n'était pas assez. Mais ouais, Gasly, c'est quand même un gars qui voilà, peu importe la voiture, je trouve réussira à en faire quelque chose, même si parfois c'est plutôt limité. Voilà, et puis là, il est dans cette veine-là. Et bon, on va pas se mentir, hein, dans la saison dernière, quand il me disait que oui, bah, l'année prochaine, je sais que j'aurai une voiture qui aura une chance de gagner le titre. Bon, Pierre dose. En tout cas, ce qui est pas mal et voilà quoi, ce qui semble se confirmer sur un circuit plus classique que Melbourne, c'est que effectivement Pierre Gasly a une voiture qui en tout cas est un minimum compétitive, qui est pas dans la discussion pour la victoire, pour les podiums, etc. et tout, mais qui reste un petit peu compétitive. Et enfin, on va voir si ça se confirme par la suite. En tout cas, voilà, très belle surprise aussi. Colapinto, c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup plus sérieux là où même à Melbourne c'était compliqué, enfin tout était compliqué, et là ouais, Colapinto, voilà, belle surprise, même si bon, j'attends de voir quand même. Voilà, c'est pas lui qui aurait pu aller scorer un point en Australie comme l'a fait Pierre Gasly, là où la voiture se comportait aussi mal. Donc ouais, un peu plus sceptique sur Franco Colapinto.
Et, euh, et voilà, j'ai débité, j'ai perdu le fil. Mais oui, tout ça pour dire que Bierman, très très belle surprise. Et voilà, un peu plus déçu personnellement, ce qui vraiment part du Millfield et tout, de Racing Bulls, qu'on avait vu vraiment pas mal sur l'Australie. Là, on a un peu une inversion de ce qui s'était passé, où Lawson fait quand même une bien meilleure course que Lindblad. C'est vrai que Lindblad, il y a eu plusieurs erreurs ce week-end. Donc voilà, après il apprend, mais c'est bon, vu ce qu'il a montré en Australie, c'est vrai on était un peu emballé. Et puis voilà, c'est vrai que Lawson était un peu meilleur ce week-end-là. Et ouais, on en fera pas un sujet, je pense, dans cet épisode-là, mais Williams, c'est dur, hein. Williams, c'est très, 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 très dur. Il y a vraiment, je pense, ce surpoids qui doit énormément jouer. Mais ouais, vivement qu'ils s'en débarrassent et qu'on puisse plus voir Williams parce que, enfin, voilà, c'est un projet qui est vraiment super. Euh, et ouais, Albon qui, voilà, ne commence pas la course non plus, c'était assez terrible en tout cas. Et voilà, je pense que le reste, on en parlera après, notamment l'écurie au taureau. Voilà, on débriefera plus amplement plus tard, je pense. Bah moi perso, comment dire, tu parles de Williams, je vais essayer de retrouver le tweet que j'ai vu, je crois que ça a été annoncé que Williams ont, je crois, 30 kilos de surpoids, ce qui est énorme. Attends, je reprenne. Non, je l'ai plus. Enfin, en fait, l'info était sortie après l'échappée de Melbourne, après qu'on a enregistré l'épisode sur l'Australie. Et ouais, enfin, pour revenir peut-être juste un petit peu sur As Alpine, moi, ma plus grosse déception par rapport à ça, c'est Ocon. Euh, Pas Ocon dans le sens pilote, c'est comment son week-end a été géré. Enfin, qualif au sprint, il est, je crois, P12 en course le lendemain, il remonte P10. Bon, malheureusement, la sprint, les points s'arrêtent à la 8ème place, donc pas de points scorés, mais tu vois, il revient proche de Bierman, ce qui était plutôt cool. C'est plus, bah du coup, pour le Grand Prix, il part 13ème, Bierman 10ème. Juste avant la safety car, il est P7, on ne fait pas rentrer. Alors c'est vrai que sur le coup, j'étais en mode, mais ils sont complètement bêtes. Enfin, faites rentrer Ocon, il est P7, jouez le truc. Mais, truc que j'avais pas capté, c'est que Ocon à ce moment-là est en hard. Donc s'il rentre, ils vont pas lui mettre des médiums pour faire un stop parce que les médiums ne tiendront pas. Donc s'il rentre, il devra faire obligatoirement deux stops parce que même s'il met des hard, il aura pas le droit de finir le Grand Prix en ayant mis deux fois le même composé, il faudra qu'il en mette un troisième. Donc dans tous les cas, la stratégie, elle était foutue, celle de base, à cause des safety cars. Je crois qu'il s'arrête tour 30, quelque chose comme ça. As lui faut un arrêt de 6 secondes, donc ça aide pas, forcément. Et j'ai enfin, l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des arrêts au stand, ceux de Bierman se passent bien, ceux d'Ocon, ils sont catastrophiques. Et du coup, il retourne en piste. Il arrive au moment où Colapinto sort des stands, et à s'accrocher à jeter un bon. Ocon prend la responsabilité, il se prend 10 secondes. Colapinto, il n'est pas exempt de tout défaut sur ce moment-là, je trouve. Sur sa prise de trajectoire, il y a un trou qui existe, Ocon y plonge, sauf qu'en fait, quand il commence à y plonger, Colapinto ferme la porte, donc forcément ça s'accroche. Après oui, Ocon est responsable, mais c'est vrai que tu vois après il se tape le casque avec sa main de rage, mais je pense qu'il y a aussi cette frustration de se dire punaise, en Australie déjà la safety car les a pas aidés, là ça l'a pas aidé, il se tape un arrêt au centre de merde et qu'un accrochage qui fait que la course pour lui était foutue. Et en plus, toutes les menaces de mort, enfin les insultes qu'il prend sur les réseaux sociaux, enfin c'est abominable. Ouais, clairement. Les supporters argentins, que ce soit dans le foot, en Formule 1, c'est vraiment pas les plus grandes lumières du monde. Mais je suis vraiment triste parce que Ocon faisait vraiment une belle perf pendant ce Grand Prix. Et je pense que marquer des points et contribuer à ce résultat collectif qui est quand même très positif avec cette P5, ça lui aurait fait beaucoup, beaucoup de bien mentalement. Et malheureusement, bah, c'est pas le cas. J'espère du coup au Japon qu'il y aura une bonne perf, etc. Et que bah, après, quand on arrivera à Miami, je sais pas si des améliorations sont prévues chez As. Je sais que par exemple chez Ferrari, ils en prévoient. On sait pas encore si c'est Japon ou Miami, mais il y a des améliorations qui arrivent. As, je suppose qu'il y en aura dans la saison. Je sais pas si ça va arriver très vite ou ce sera beaucoup plus tard. Mais ouais, je vois déjà des tweets. Oui, bah c'est bon, c'est la dernière saison en Formule 1 de Ocon. Vu sa course, je sais pas si tu peux dire ça. Enfin, je vous rappelle, on est au deuxième Grand Prix de la saison, il en reste 20. Euh, Culture de l'instant, conclusion active, on va se calmer. Comme j'ai dit la semaine dernière, on va attendre de voir sa Formule 1, ça va très vite.
Ça se peut que dans 3 Grands Prix, il nous fasse une P4 qui sort de nulle part et qu'on se dit ah en fait Ocon c'est le retour, il a son prime, bientôt il va gagner un Grand Prix. Calma, ok? Mais c'est vrai que moi c'est ma vraie déception parce que bah Ocon c'est un pilote que j'aime énormément, que je sais qu'il a un très grand talent, que malheureusement il n'a pas forcément eu les meilleurs contextes. La dernière saison chez Alpine c'était catastrophique parce que Alpine le traitait comme de la merde. Enfin, je veux pas être méchant, mais quand ton seul vainqueur de Grand Prix dans ton écurie, tu lui dis que tu vas même pas le laisser faire sa dernière course pour l'écurie parce que tu veux préparer le pilote de l'année prochaine, c'est dégueulasse. Et ouais, j'espère vraiment qu'il y aura un rebond. Je me dis, ça aurait pu être en Chine, ça l'est pas. J'espère que ça va pas trop l'impacter Ocon et que bah au prochain Grand Prix au Japon, on le verra performer. Puis bah moi je serai très content. Mais du coup, ouais, après pour revenir sur ce que tu disais, V-Carb, c'est vrai que plus compliqué ce week-end, même si Lawson marque des points en sprint et en Grand Prix. Lindblad, c'est vrai que. Est-ce qu'on peut dire décevant? Je sais pas. Il est un peu moins bon qu'en Australie, oui. Décevant, c'est un rookie, je rappelle. Des perfs comme ça. Il fait des erreurs, mais en Grand Prix, il finit 12e, donc il est pas si loin que ça des points. Ça reste une première année pour lui, c'est une découverte de la Formule 1, faut pas l'oublier. Donc moi je serais pas dans cette optique-là de dire que c'est une déception. Non, c'est normal, c'est un rookie, faut laisser le temps. Ouais, après, là, le mot déception, je l'employais vraiment genre par rapport à ce qu'il a montré en Australie. Moi je peux comprendre. Si tu prends dans la globalité, déjà qu'il termine aussi haut dans les points sur son premier Grand Prix, déjà c'était un peu une espèce d'anomalie, mais du coup, bah, ce truc-là crée une curiosité Ouais, où tu te dis, putain, en vrai, le gars peut faire des très bons résultats, et tu te dis, ah bon, ok. Enfin, en gros, quand je dis déception, c'est que ce week-end-là, on s'est dit, ok, ce sera pas dans tous les grands prix, quoi. Genre, il va performer au cours de la saison, mais voilà, ça va pas être, ça risque de pas être constant. Alors que c'est vrai qu'au vu de sa perf en Australie, on s'est dit, ok, lui, il peut vraiment faire quelque chose à chaque Grand Prix. Enfin, ouais, personnellement. je peux comprendre. T'as ce truc où tu te dis, ouais, il fait une telle perf pour ses débuts, ça sera entre guillemets comme ça tout le temps. Après, bon, c'était l'Australie, c'était particulier, etc. Je peux comprendre ce côté déception, forcément. Mais ouais, moi, enfin, moi, j'ai pas forcément d'attente sur lui. Je me dis, c'est un rookie, il va performer très bien. Des fois, ce sera beaucoup plus négatif. C'est tout, c'est comme ça. C'est une première année, faut le laisser faire les choses et puis voilà. Mais ouais, Veikarb, ça perf, pas autant qu'à Melbourne, mais je pense vraiment qu'ils sont juste derrière Alpine et As. Et il suffit d'un peu de développement et ça viendra les rejoindre. J'avais parlé d'Audi, ouais, week-end plus compliqué, pas mal de problèmes moteurs. Bon, après, motoristes qui arrivent, etc. Ça me surprend pas. C'est comme ça. Beau week-end à Melbourne, plus compliqué en Chine. Au moins cette fois, Hülkenberg prend part à la course, elle a fini. C'est déjà ça. Mais oui, enfin après, je suis pas surpris pour Audi. Tu parlais de Williams. C'est vrai que Williams, vraiment, j'en parlais dans l'épisode précédent. Enfin, j'en parlais déjà dans les essais de pré-saison. Et ouah, que c'est dur. Sainz remonte quand même 9ème. Donc, quand même, très belle perf pour Carlos Sainz. Parce que vu la voiture qu'il a, c'est compliqué. Comment dire, je me souviens de la réaction de Albon quand il se fait éliminer. Je crois que c'est en qualif de la course principale. Il crie de rage parce qu'il se fait éliminer. Et tu sens vraiment que bah ils sont frustrés de la voiture qu'ils ont et que c'était pas prévu que la voiture ait autant de points en trop et que du coup ce soit compliqué. Je sais que la McLaren a aussi du point en trop. Je crois que c'est beaucoup moins que Williams. Donc après c'est un truc qui va se régler au cours de la saison. Mais c'est vrai que là, waouh, ça fait mal quoi. Enfin, Williams qui a loué autant de ressources pour développer la nouvelle voiture, être autant en galère avec ce surpoids, bah tu te dis punaise, est-ce que les sacrifices en valaient le coup? Après je me dis ça en valait forcément le coup, etc. Puis la saison dernière était une très bonne saison. Mais ouais, c'est inquiétant. J'espère vite qu'ils vont régler ces problèmes de poids parce que bah avec le moteur Mercedes, s'ils arrivent à le comprendre, s'ils règlent ces problèmes de poids, ils vont vite pouvoir venir se battre avec AC Alpine, hein. Ouais, du coup, je pense que As dans le midfield bah, a un vrai rôle à jouer. Surtout, bah, ils ont eu des années très, 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 très compliquées qui ont été très bien performées parce que pour moi, c'était essentiellement performatif par ce bon vieux Gunther Steiner dans Drive to Survive. Voilà, qui à chaque fin de course était là. I gotta call Gene. Bref. Bon, l'écurie avait des soucis, c'est clair. Et
c'est là de les voir avec une voiture qui a l'air vraiment de tenir le coup. Comme tu l'as dit, bon, bah, Ocon, c'est vrai qu'il. Bon, j'ai l'impression que je vais être un peu mal exprimé en mode. Tout à l'heure, quand tu vois, j'avais parlé d'Ocon en disant que bah, lui, il n'avait pas performé et tout. C'est comme tu l'as dit, il y a tout le contexte autour. Tu vois, je suis pas en train de. Enfin, le propos était pas de dire que c'est vraiment Ocon qui a déconné ce week-end. Pour le coup, bah, il y a plein de trucs qui dépendent pas de lui. Et comme tu l'as dit, avec le geste d'humeur au niveau du casque, je pense qu'il y a aussi une partie morale là-dessus, même, enfin voilà quoi, de voir au fur et à mesure déjà de la première course et puis ensuite euh, du week-end, de voir que bah, ton coéquipier performe très bien quand toi t'as un peu plus de mal. Je pense que ouais, le mental doit être un Puis peu plus surtout, impacté. c'est pas tant juste que ton coéquipier performe plus, c'est surtout que ton coéquipier qui a une saison en Formule 1 performe beaucoup plus que toi qui a genre 8 9 saisons en Formule 1. Ouais, ouais. Non, en vrai, je sais pas. J'irai pas tirer, comme tu dis, de conclusion hâtive. Enfin, après, même dans tous les cas, même si, quoi que les gens pensent, hein, que les gens pensent qu'il y ait le niveau ou pas, rien ne justifie, comme tu dis, tous les messages de haine et tout, la violence qui se prend, ça c'est clair et net. Et j'irai pas tirer de conclusion. Je pense que, voilà, comme je dis là, c'est une voiture intéressante. De toute façon, c'est les premiers grands prix d'une nouvelle réglementation. Le fait il y ait 6-7 voitures à chaque fois, soit qui ne commencent pas la course, soit qui ne la finissent pas, ça va se reproduire très clairement sur les prochains Grands Prix. Le moteur Ferrari a l'air plutôt fiable donc voilà, je pense que As sera peut-être pas concerné, donc je pense qu'il aura ses cartes à jouer dans les prochains Grands Prix. Maintenant, à mon avis, s'il arrive pas à rebondir dans les prochains Grands Prix, je pense que ça peut être compliqué parce qu'il risque de s'enfoncer dans une spirale un peu négative. Mais voilà, en tout cas, on verra ce que ça donne. Et puis voilà, quoi. Quand même, soutien à lui pour tous les messages et tout. Et bien évidemment, ouais, ce que tu disais sur les Argentins, c'est abusé, quoi. Enfin, mais bon, de toute façon, cette population en général, quand même des valeurs et des comportements assez détestables, je trouve. Dibou Martinez, on te parle. Et bah du coup, pour parler encore peut-être d'autres écuries avant qu'on aborde peut-être ce cas Red Bull qui était surprenant du coup pour ce week-end. Point positif, on parlait la semaine dernière de Cadillac qui a fini une course avec une voiture. Bah devinez quoi, cette semaine ils finissent la course avec non pas une, mais deux voitures. Waouh! Mais quand même très positif pour Cadillac. Je crois qu'ils se prennent quand même un tour à la fin. Mais il y a Perez du coup qui fait P15, dernier du coup des voitures classées parce qu'on a eu beaucoup de DNF et DNS et Bottas qui est 13e je crois. Mais encore une fois, c'est très cool, très positif. Même en qualif, ils n'étaient pas derniers forcément. En sprint, je parle. Je crois qu'en qualif Grand Prix. Attends, je reprends ça. Qualif Grand Prix, Bottas 20e, Stroll 21e, Perez 22e. Donc il y a quand même une voiture entre les deux, ce qui n'est pas rien. Bon, c'est Aston Martin et j'en reparlerai juste après. Mais ouais, Cadillac, bah quand même cool. Les deux voitures finissent le Grand Prix. Bon, il y a Perez qui finit la sprint avec la moitié de son capot en moins, ce qui. Bon, les images sont impressionnantes. Mais ouais, bah encore une fois, on disait cette saison pour eux de toute façon, c'est. Comment dire? C'est de l'apprentissage, c'est comprendre comment on fait la course, comprendre comment on utilise la voiture et comment on l'améliore. Deuxième Grand Prix, tu finis déjà avec tes deux voitures, c'est très positif. Puis je parlais d'Aston. Aston qui DNF, mais je crois tour 33-35, ça fait tous les tours en sprint, ça fait une bonne partie de la course. Ça s'améliore, c'est déjà ça. Quand même, bon, Alonso qui dit qu'il finit la course parce qu'il en pouvait plus des vibrations, il avait très mal aux mains. Je sais pas si t'as vu, mec, sur Twitter, il y a des vidéos où tu vois en ligne Il y a le droite. on-board. Ouais, le on-board, il est Ouais, terrifiant. ouais. Il a littéralement du mal, genre, à mettre ses mains sur les volants, à les garder, genre, il va toucher le volant, Bah, c'est ça. mais il retire ses mains tout de suite parce que, genre, les vibrations sont trop importantes. C'est pour ceux qui n'ont pas vu du coup les vidéos dont on parle, il y a des on-board qui passaient sur Twitter où en fait on voyait Alonso dans la ligne droite des stands du coup, qui lâche le volant et qui secoue ses mains. Je pense tellement il y a de vibrations. Il a dit il y avait des moments en fait où il sentait plus genre ses mains et ses jambes tellement ça vibrait. Et c'est pour ça qu'il a arrêté parce que je pense qu'il a quand même lutté pour se dire je vais aller le plus loin possible parce que peut-être que eux ils voulaient tester des choses et qu'il s'est dit bah si je fais encore des tours ça va servir. Mais c'est vrai que quand tu vois comment il était dans la voiture tu te dis waouh genre j'aimerais vraiment pas être à sa place. Mais ouais, comme j'ai dit, bah, ça fait plus de tours, c'est positif, faut que ça continue comme ça jusqu'à ce qu'ils trouvent cette solution pour que ces vibrations cessent et que la voiture soit saine pour la santé des pilotes.
puis voilà, enfin, je sais pas toi ce que tu penses, enfin, Cadillac Aston, qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, pas tellement plus que ce que tu as déjà dit, hein, franchement. Oui, Cadillac, bravo. Voilà, à voir comment ça évolue la voiture au fil de la saison, surtout que ils partent vraiment de zéro. Euh, Ils ont réussi à faire commencer et terminer les deux voitures, ce que McLaren n'a pas fait. Encore une fois, bref, on va pas parler de McLaren parce que sujet sensible. Et puis ouais, Aston. C'est vrai qu'il y a du mieux, hein, mais je reste quand même très sceptique parce que, enfin, oui, tu fais plus de tours, machin et tout, ça c'est sûr, mais ça reste quand même une voiture qui reste dangereuse pour les pilotes. Donc voilà, un peu plus sceptique. Mais ouais, sinon, j'en aurais pas plus à dire que ce que tu as déjà dit, quoi. Ouais, et bah du coup, vu que t'as évoqué le sujet, juste McLaren, du coup, ça prend pas le départ. En sprint, ça marque quand même des points. On a Norris qui finit quatrième et Oscar sixième, si je me trompe pas. Oscar qui se prend une pénalité d'ailleurs, enfin qui a failli s'en prendre une par rapport à une action avec Kimi. Mais du coup, DNS pour les deux, de ce que j'ai compris, on a Norris du coup qui la voiture ne démarrait pas, tout simplement, ils n'arrivaient pas à la faire démarrer, donc lui n'a pas fait le tour de mise en grille, là où Oscar l'a fait, mais problème électronique différent sur le moteur, ce qui fait que sur la grille de départ, ils ont retiré la voiture parce que il n'avait pas pu prendre part au Grand Prix avec. Donc ouais, surprenant quand même, et surtout pour les champions du monde en titre côté constructeur et pour le champion du monde en titre côté pilote, c'est vrai que bon, c'est peut-être pas le meilleur début de saison. Mais bon, je pense que ce sera vite réglé. Et puis, enfin, quand tu vois les autres écuries, enfin, tu me diras, Williams avec Albon ne prend pas part au Grand Prix pour des problèmes moteurs aussi, du coup. Donc, unité de puissance Mercedes pour Albon, pour Oscar et pour Lando. À voir s'il n'y a pas un problème du coup dans ce moteur-là. Après, bon, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais tous les débats autour du moteur Mercedes, je vous rappelle, Mercedes, ils doivent juste livrer un moteur avec tous les composants qui sont les mêmes qu'eux et tous les pommes moteurs qui sont les mêmes qu'eux. Le mode d'emploi, ils n'ont pas à le fournir. C'est s'ils veulent pas le donner, ils le donnent pas. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et on voit que du coup, chez des écuries, c'est la galère. Et chez d'autres, non. Parce que quand on voit Alpine ce qu'ils font ce week-end, je pense que Motor Mercedes leur a grandement servi. Et ça va s'améliorer au fur et à mesure de la saison. Parce que forcément, au niveau de compréhension, ils vont comprendre plus de choses, ils vont apprendre plus de choses. Et après, ça ira mieux. Mais ouais, du coup, pour McLaren, pas le meilleur des week-ends. Et une autre écurie, on n'en a pas encore parlé, où c'était pas le meilleur des week-ends non plus. C'est l'écurie Red Bull. Je sais pas ce qu'on a pensé, mais c'est vrai que ce week-end, par rapport à l'Australie, c'était très surprenant. Franchement, qu'en penser, dans tous les cas, c'était une voiture qui était très en difficulté. Euh, alors, j'ai plus exactement la sprint en tête pour Red Bull, mais bon, voilà. Max, enfin, les départs de Max, mais ça fait mal au cœur, Ah, les limite, hein. départs sont compliqués, hein. Ah, ça fait mal au cœur. Franchement, littéralement le même McQueen is fading, genre vraiment c'est Ah, ce c'est vraiment même-là. ça, hein. C'était terrible. En plus, j'ai vu après le Grand Prix, il parlait chez Canal. Il disait qu'ils avaient essayé plein de modes moteurs différents et qu'il n'y en a aucun qui les aide. Du coup, pour le départ, parce qu'on ne trouve pas la solution pour améliorer ces départs. Et la sprint, t'en souvenais plus, t'as Hadjar qui se fait détruire une partie du plancher à cause de Kimi. Et t'as Max, du coup, qui a ce truc moteur qui fait qu'il prend mauvais départ. Et après, il est bloqué et finit 9ème, je crois. Il est bloqué derrière Birman. 9e, ouais, t'avais raison. Après, euh, oui, donc, ouais, 9e, et sur le Grand Prix, bon, il galère aussi au niveau du départ, ça remonte, et puis au final, il finit par DNF. Isaac fait une erreur, il me semble que c'est tour 1 qui s'avoue sa spin. Ouais, c'est ça, c'est au départ. Voilà, donc ce qui fait que le classement est pas non plus, voilà, bon, je vais dire à la hauteur des ambitions et de ce qu'il aurait pu faire. C'est vrai que en Australie, il DNF aussi, donc bon, là au moins il finit la course, il l'a fini dans les points. Ouais, il finit 8ème. Maintenant, c'est sûr que P8 pour Red Bull, c'est pas l'optimal. Et il y avait clairement un problème avec cette voiture-là. Et j'ai vu une déclaration de Toto qui disait, mais en fait, ça doit tellement être une torture pour Max. Parce qu'un pilote qui fonctionne comme ça à l'attaque et tout, enfin, dans cette voiture-là, pardon, ça doit être horrible. Donc voilà. Et déjà que Max est pas fan de ces réglementations, si en plus la voiture se met à sous-performer sur des circuits comme ça, ça va vite être compliqué. Et voilà, je pense que ouais, globalement,
Red Bull a tout intérêt à régler ce problème-là plutôt vite, sous peine de voir son meilleur pilote aller s'amuser dans d'autres catégories et délaisser la F1. Un petit truc parce que bon, après, c'est des sources t'inquiète, entre guillemets. Euh, Globalement, il y a eu un tweet qui a été fait sur des personnes qui étaient présentes sur place au Grand Prix de Chine et qui étaient vers la pesée de la FIA, où en gros, il disait que la Red Bull avait été. Aurait, pardon, j'utilisais le conditionnel, aurait été pesée à 20 kilos de plus que l'Alpine, ce qui est quand même extrêmement inquiétant. Et si c'est vrai, enfin, c'est un retard qui est absolument considérable, surtout à ce stade de. Enfin bref, pour une top team, quoi. Enfin, c'est énorme. Et, euh, et je sais pas si ça a joué, je sais pas si c'est le moteur, mais bon, visiblement, enfin, Racing Bull s'en est pas trop mal sorti, même mieux que. Enfin, t'as Lawson qui finit devant Adjar. Donc je pense que tout ne s'explique pas par le moteur et ouais, s'il y a vraiment un tel surpoids, ça pourrait expliquer la sous-performance de ce week-end. Et voilà quoi, franchement, juste ouais, ça fait vraiment de la peine pour Max. Isaac voilà quoi, qui sur son premier GP DNF enfin avec Red Bull j'entends DNF et là bon voilà fait cette petite erreur qui lui coûte un peu cher. Euh, j'attends de voir. Je pense que c'est un duo qui a vraiment du potentiel. Mais voilà quoi. Est-ce qu'on va retrouver la Red Bull qui avait performé en Australie ou est-ce qu'on va retrouver cette Red Bull là qui avait énormément de mal en Chine. En tout cas, je pense que voilà, même si c'est pas une écurie que j'ai beaucoup appréciée par le passé, j'avoue que au vu du line-up de cette année et tout, et puis voilà, de tout ce qu'il y a autour, enfin, de fait que ce soit Mekies, etc., le duo Verstappen, Adjar et tout, j'espère quand même qu'ils vont réussir à performer parce que ça pourrait nous offrir des trucs extrêmement intéressants. Et puis de toute façon, on le sait, Verstappen peut vraiment aller chercher pas mal de choses extraordinaires avec pas grand chose. Donc voilà, si on lui donne une voiture qui marche à peu près, peut-être que, je sais pas, sur les qualifs ou les GP, il pourra être plus en vue et ça pourra faire des batailles un peu plus intéressantes. Mais surtout, j'espère quand même que ça va se régler parce que bah, sinon, comme je l'ai dit, à mon avis, il risque de pas faire long feu en F1. Et vu le pilote que c'est, bah, je pense qu'on a tout intérêt à le garder en Formule 1, quoi. Bah, c'est ça, et puis, enfin, déjà, ces dernières années, enfin, il y a eu cette élimination en 2023 de Red Bull. 2024, tu voyais déjà que la voiture, c'était beaucoup plus compliqué. L'année dernière, c'était pareil, tu sentais vraiment que c'était Max qui vraiment surperformait de zinzin avec la voiture, parce que tu voyais que c'était vraiment pas une partie de plaisir. Et moi, ça m'a un peu surpris parce que, bah, avec ces essais hivernaux, ils arrêtaient pas de parler du moteur Ford qui était parfait et tout, qui était impressionnant, qui s'attendait pas à avoir autant de perf et tout. Et là, les deux premiers Grands Prix, t'as ce DNF en Australie. Bon, nouvelle réglementation moteur, DNF, ça arrive, y a pas de souci. Mais c'est vrai que là, les problèmes moteurs qu'ils ont eu, enfin, Max, du coup, qui finit pas le Grand Prix et qui doit revenir en première. C'est un problème que du coup, Georges a eu aussi en qualif, parce que quand il sort en Q3, il est bloqué en première. Mais c'est vrai que c'est bon, c'est un peu inquiétant. Puis tu parlais du surpoids de la voiture, ça se voit que c'est un paquebot. Enfin, je crois qu'elle a toujours les mêmes problèmes en virage à moyenne vitesse. C'est un truc qu'ils ont depuis je sais pas combien de voitures maintenant. Et la RB21 du coup l'année dernière elle l'avait déjà. La RB22 du coup cette année-là. Il me semble que la RB20 en 24 l'avait aussi un petit peu. Mais encore une fois, c'est l'aérodynamisme qui pèse chez Red Bull. Et en plus, cette fois, tu peux plus compter sur un moteur entre guillemets, parfait au niveau fiabilité comme l'était celui de Honda parce que tu prends les dernières saisons, ils ont pratiquement, je crois, à part début 22 où il y a 2 DNF sur pas de moteur en Australie et à Bahreïn pour Max, pour le reste, il n'y a rien. Donc, euh, donc ouais, un peu surprenant, un peu inquiétant. Et puis même pour Red Bull, enfin, comme tu as dit par rapport à Max, avec ces réglementations qu'il aime pas et avec cette voiture qui est pas terrible, il y a de moins en moins d'arguments qui vont dans le sens que Max restera en Formule 1. Après, encore une fois, c'est le début de saison, on va pas tirer la sonnette d'alarme et dire ah bah c'est bon, Verstappen va se barrer. On n'est pas dans le sensationnel ici, on parle juste de ce qu'on voit, hein, voilà. Donc ouais, il va faire des piges dans d'autres catégories, il fait les 24 heures du Nürb plus tard dans l'année.
Est-ce qu'il part cette année? Je sais pas. Je pense qu'il est encore un peu tôt pour le dire. Mais c'est vrai que bon, pour l'instant, sur ce début de saison, c'est pas le plus positif pour qu'il reste. Et même pour Isaac, tu vois, tu te dis, punaise, l'année dernière, superbe saison avec la V-Carb. Et là, la V-Carb, en fait, t'as l'impression que la voiture est plus simple et plus saine à conduire que la Red Bull, quoi. Et je vais vérifier au classement. Ouais, Red Bull sont juste au-dessus de V-Carb, tu vois. Et ils sont. Enfin, non, ils sont juste. Non, ils sont à égalité, en fait. 12 points pour V-Carb, 12 points pour Red Bull. T'imagines? L'écurie sœur performe aussi bien que l'écurie mère. C'est. Ouais, c'est compliqué chez Red Bull, donc bon, je sais pas. On verra les prochains Grands Prix, comme encore une fois, il y aura des améliorations qui vont arriver, je pense. J'ai pas encore vu trop de choses à ce sujet-là, mais faut vite régler cette voiture, vite l'améliorer et vite résoudre ses problèmes, parce que, bah, de ce que j'ai vu aussi, ça parlait que, en gros, qu'ils auraient des problèmes de refroidissement global du power unit, et du coup, bah, ça influe la perfo aéro de la voiture. Parce que forcément tu rajoutes plus d'aération pour aider à refroidir plus vite le moteur, mais du coup ta voiture, t'as des ouvertures en plus, donc ça perturbe un peu l'aérodynamisme. Enfin voilà, on va pas faire compliqué, on va expliquer ça de manière la plus simple possible que je viens de le faire. Mais ouais, en fait il y a plein de choses à régler. C'est pas insurmontable, mais bah, j'espère pour eux qu'ils vont vite les régler, parce que c'est vrai que là niveau performance, bah, c'est compliqué, hein. Et c'est vrai que bah, du coup t'as McLaren d'un côté et Red Bull de l'autre, qui perfent pas très bien en début de saison alors qu'on les attendait beaucoup plus sereins entre guillemets et beaucoup plus haut. C'est vrai que bon, pour l'instant c'est pas terrible quoi. Mais du coup voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire. Enfin, je sais pas toi si t'as spécialement des éléments à rajouter. Non, non, je pense pas. Enfin, là, à mon avis, comme tu as dit, on a pas mal fait le tour. Voilà, week-end sprint. Après, bref, ça reste le deuxième Grand Prix de la saison. Je sais pas si on peut en tirer des enseignements. Je pense que, voilà, va falloir attendre au moins Miami pour voir s'il y a une tendance qui se dessine. Et encore, il y aura une pause d'un mois avant, donc ça va, voilà, bref, influencer plein de choses. Donc on verra, à mon avis. On peut pas acter de choses sur ce début de saison et puis on verra bien comment ça évolue. Mais en tout cas, voilà, un week-end pas avec pas mal de trucs, c'est sûr. C'est ça. Moi je pense en vrai, là du coup il y aura le Japon en 2 semaines. Après il y aura Miami début mai et Canada milieu fin mai. Je pense le Canada, ça sera vraiment le moment pour vraiment avoir vraiment une idée parce que c'est vrai que bon, on a le Japon dans pas longtemps, ça fera 3 grands prix. Je pense que ça reste quand même un peu tôt parce que quand on voit les variations de performance d'un Grand Prix à l'autre, peut-être besoin de plus d'exemples différents pour vraiment avoir une idée globale de tout ce qui se passe. Pour l'instant, les seules choses dont on est sûr, c'est que c'est Mercedes, puis Ferrari, et tout derrière, on sait que c'est Aston et Cadillac qui se battent. Voilà, le reste au milieu, ça bouge tellement, on n'a pas encore de certitude. Mais du coup, voilà, bah écoutez, c'en est tout pour ce débrief de ce week-end de Grand Prix de Chine. Merci Hugo. Merci à toi. Et bah, du coup, merci à vous si vous avez écouté jusque-là. Le prochain Grand Prix, comme je l'ai dit, c'est le Japon, qui aura lieu la semaine prochaine, du vendredi 27 au dimanche 29. Du coup, on se retrouvera, je pense, le 30 ou 31 mars pour débriefer tout ça. En attendant, bah, n'hésitez pas à venir nous suivre sur tous nos réseaux. Comme vous le savez, on est sur Instagram, on est aussi sur TikTok et sur YouTube. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre là-dessus. Puis évidemment sur votre plateforme de podcast préférée. Moi, comme j'en ai parlé en début du podcast, il y aura peut-être cette semaine, du coup, la semaine du 16 mars. Peut-être un live où je ferai une construction de Lego. Ce n'est pas encore sûr, mais voilà, je vous le dis. Donc soyez pas surpris s'il y a une story sur Insta qui en parle. Mais du coup, voilà. Merci à vous. Puis je vous dis à la prochaine.